Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Une journée de grève et de manifestation des gaziers et des électriciens contre la privatisation de Gaz de France. Mobilisation modeste mais résolue. Les syndicats annoncent d'autres actions. Les régimes spéciaux des retraites, SNCF, RATP ou autres, sont dans le collimateur de l'UMP. François Fillon, l'un des proches conseillers de Nicolas Sarkozy, promet qu'ils seront rapidement réformés en cas de victoire. Le débat explosif est relancé. Les adolescents fument moins et boivent moins, mais se saoulent de plus en plus en soirée, comme en Europe du Nord. C'est le résultat d'une grande étude menée sur 30 000 garçons et filles de 17 ans. Au lendemain du 11 septembre, l'ambassade des États-Unis en Syrie a été la cible d'une attaque terroriste. 4 hommes ont tenté de faire sauter une camionnette piégée. 3 d'entre eux ont été tués. Le fleuron de l'armée française débarque au Liban. Les chars Leclerc sont arrivés à Beyrouth. C'est la première fois qu'ils interviennent sous la bannière de l'ONU. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la douleur. On verra que de nouvelles méthodes sont mises au point dans les hôpitaux, comme l'hypnose ou la stimulation électrique. La bataille contre la privatisation de Gaz de France était jusque-là cantonnée à l'Assemblée. Les syndicats engagent à leur tour l'épreuve de force avec un appel à la grève et aux manifestations aujourd'hui. C'était le premier test de cette rentrée. Eh bien, la mobilisation est restée limitée, mais certains salariés, vous allez le voir, ont fait preuve d'imagination. Vincent Fourcade, Madi Diawara. Un mariage haut en couleur. Madame EDF et Monsieur Gaz de France unis pour la vie. Voilà bien la seule union dont veulent entendre parler électriciens et gaziers. L'union Suez-Gaz de France, elle, ne fait guère recette. Pour ses manifestants, un seul mot d'ordre, non à la privatisation programmée de Gaz de France. On pense que le domaine énergétique doit rester à 100% public et non pas aller au profit des entreprises privées et des actionnaires. Une privatisation synonyme, selon ces manifestants, de disparition du service public. Les tarifs réglementés, t'en auras plus. C'est pas possible. Parce que la libéralisation n'en veut pas. Tous les profits vont aller directement aux actionnaires. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. Des arguments qui semblent avoir convaincu les Français. Selon un sondage, il ne serait que 12% à soutenir une privatisation totale de GDF. 43% veulent que l'État reste majoritaire et presque autant refusent toute privatisation. Pour les syndicats, la mobilisation semble porter ses fruits. Il y a maintenant une infime minorité de Français qui approuvent la démarche du gouvernement visant à privatiser le groupe GDF. Et surprise, sur le parcours du cortège parisien, on trouvait même un député UMP opposé à la politique de la majorité. On confie l'énergie, le gaz, l'électricité, qui ne sont pas un bien comme un autre, aux fonds de pension américains, au marché boursier. C'est pas comme ça qu'on préparera l'avenir. EDF, GDF, près d'un salarié sur 4 était aujourd'hui en grève. Une faible mobilisation selon le gouvernement, mais pour les syndicats, il ne s'agissait là que d'un simple échauffement. Et à noter que des militants en CGT ont coupé l'électricité et le gaz à la résidence parisienne de Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement et ministre du budget. Ça n'est pas la première fois qu'une action ciblée de ce genre est menée contre une personnalité. Et si le débat sur la privatisation fait rage, un autre s'annonce encore plus passionné. François Fillon, l'un des proches conseillers de Nicolas Sarkozy, promet une réforme rapide des régimes spéciaux des retraites, c'est-à-dire ceux des salariés des entreprises publiques comme EDF ou la SNCF qui partent plus tôt et avec un meilleur taux. Le sujet avait été soigneusement évité il y a 3 ans lors de la réforme. Il est donc remis sur le tapis. Julien Beaumont, Christian Leroux. L'annonce est très politique. François Fillon, le conseiller de Nicolas Sarkozy, veut s'attaquer en cas de victoire à la présidentielle aux régimes spéciaux. Il concerne presque 5 millions de personnes en France, comme les salariés de la fonction publique ou de la Banque de France, exemple aussi à la SNCF, à la RATP, retraite à 50 ans pour les conducteurs, 55 ans chez EDF ou GDF. Rien à voir avec le régime général où il faut attendre 60 ans et surtout 40 annuités. Réduire cette différence, une idée qui divise l'UMP. Certains pensent que l'annonce tombe au mauvais moment. L'affaire le jour même où les syndicats essaient de mobiliser contre le gouvernement, c'est vouloir donner un coup de main aux syndicats. Et quand cette personne qui fait ce responsable politique est le numéro 2 de l'UMP, on peut se poser des questions. Alors moi j'attends que le président de l'UMP le désavoue sans aucune ambiguïté. Depuis les États-Unis, Nicolas Sarkozy met tous au groupe d'accord. Il soutient François Fillon
tout en voulant calmer les esprits. Il faudrait être d'une singulière mauvaise foi pour considérer que le problème ne se pose pas. Est-ce que nous avons déjà arrêté une stratégie, des modalités et un calendrier? En aucun cas. Une réponse pas assez claire pour le Parti socialiste. Oui ou non, est-ce que M. Sarkozy, chef de l'UMP, veut un deuxième plan Juppé qui détruit les régimes spéciaux des retraites? Si c'est le cas, alors on va agir en conséquence. Revoir 1995, la période où Alain Juppé, alors Premier ministre, voulait lui aussi réformer les régimes spéciaux. Résultat, entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue et un texte retiré en moins d'un mois. Les jeunes fument moins mais consomment toujours autant de cannabis et de plus en plus de drogues type cocaïne et amphétamine. C'est le résultat d'une grande étude menée auprès de 30 000 garçons et filles de 17 ans lors de la journée d'appel de préparation à la défense. Autre enseignement de cette enquête, et il retient particulièrement l'attention, les adolescents boivent un peu moins régulièrement mais s'enivrent de plus en plus comme en Grande-Bretagne ou en Scandinavie. Le détail, François-Julien Piednoir, Jean-Marc Nouknouk. Le 1er juin, les premiers verres d'alcool ou la première cigarette. À 17 ans, on goûte à tout. À commencer par le cannabis. Un ado sur 2 en a fumé au moins une fois en 2005. Les fumeurs réguliers représentent 15% des garçons et 6% des filles. Certains jeunes ont aussi franchi la ligne blanche de la consommation de cocaïne. Aujourd'hui, 2,5% d'entre eux en ont absorbé en 2005. Les jeunes ont aussi changé de facette par rapport à l'alcool. La consommation régulière a chuté de 21 à 18% chez les garçons et de 7 à 6% chez les filles. Mais quand ils trinquent, les jeunes boivent à l'excès. En 2005, 10%, soit un ado sur 10, s'est saoulé plus de 10 fois dans l'année, contre seulement 7% en 2003. Aujourd'hui, les jeunes recherchent donc l'ivresse immédiate, comme à Londres ou à Copenhague. L'alcool frappe à la sortie des pubs. À l'intérieur, on y pratique le binge drinking. But du jeu, boire le plus d'alcool le plus vite possible. Sur cette carte apparaît le pourcentage des jeunes buvant plus de 40 fois par an. Résultat, en France, ils sont 22%, loin derrière la Grande-Bretagne ou le Danemark. L'Europe du Nord boit donc plus que le Sud, mais le phénomène de l'ivresse immédiate semble aujourd'hui gagner la France. Et à propos de ce rapport à l'alcool, voici un témoignage, celui d'une jeune femme, aujourd'hui âgée de 26 ans. Elle a commencé à boire lorsqu'elle en avait 14 et elle évoque une double vie, la semaine à l'école sans histoire et l'ivresse tous les week-ends. Témoignage recueilli par Isabelle de Lyon et Nicolas Auer. Quand elle évoque son adolescence, c'est à visage couvert. Marie a commencé à boire à l'âge de 14 ans dans les soirées techno. J'étais assez timide et c'est vrai que ça m'a permis de rentrer en contact de façon plus facile avec d'autres personnes. C'est vrai que quand même l'alcool aide, facilite la communication, qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une facilité d'accès aux produits. On se fait payer des coups, quoi, hein, clairement. Une fille elle rencontre un garçon, la première façon de rentrer en contact pour lui, ce sera de lui payer un verre. À l'alcool, elle a vite ajouté la drogue, hashish, ecstasy. Ça m'a vraiment permis de me découvrir et ça m'a permis d'accéder à un certain moment à des choses, enfin des expériences que j'aurais pas connues autrement. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait tout ça. Pourtant c'est dangereux. Pourtant c'est dangereux, mais je crois que j'ai toujours su m'arrêter quand il fallait. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes, qui sont tombés dans les dépendances. Au lycée, les campagnes de sensibilisation ne la touchaient pas. Finalement, quand on est dedans et quand on nous en parle de façon très infantilisante, on a un regard très détaché. Moi, j'ai été très sensible par contre à ce que mes parents pouvaient me dire par rapport à ça. Comment on s'en sort de ça? Comment on décide d'arrêter un jour? On finit ses études, on rentre dans la vie adulte. Moi, je crois que vraiment, quand j'ai fini mes études, je suis rentrée dans la vie adulte. Et devoir se confronter au monde du travail, à ce moment-là, on dit stop, quoi. L'expérience est terminée. Si un jour vous avez des enfants? Je leur dirai attention. Je leur dirai attention et je serai comme mes parents, j'aurais peur. J'aurais peur. Une affaire de racket contre des taxis. 7 personnes sont en garde à vue ce soir à Paris. L'information pourrait sembler banale, sauf qu'il s'agit de policiers, de CRS plus précisément. La police des polices avait été alertée par des chauffeurs victimes de chantage le mois dernier lors de contrôles. Enquête Amaury Guibert, Sylvain Lepetit, Mathieu Bierden.
Il a été l'un des premiers à porter plainte. Un chauffeur de taxi victime d'une tentative de racket un soir de juillet alors qu'il faisait route vers Paris. Ils ont mis la sirène, et gyrophare, taxi suivi nous. Ce sont des CRS d'une compagnie autoroutière qui lui reprochent plusieurs infractions et le menacent d'un retrait de points. Mais avant de rédiger le PV, les policiers proposent un marché. C'est ce qu'explique une autre victime qui préfère garder l'anonymat. Ils se sont concertés, bon, on va trouver un arrangement, qu'il disait à son collègue. Et je ne comprenais pas trop parce que 2-3 fois de suite, ils se sont dit la même chose. On va trouver un arrangement. Je savais à peu près que bon, l'arrangement signifiait, au lieu de payer un PV, ben, vous nous payez nous. Mohamed Boubret, lui, a craqué. Je vais vous montrer, j'avais ma recette dans ma poche comme ça, comme je vous la montre. Puis là, ils m'ont dit, posez les billets. J'ai commencé à poser les billets sur la table du fourgon. Il m'a dit, non, 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 sur la banquette arrière. Et puis là, j'ai continué à poser les billets jusqu'à ce qu'il me restait un billet de 5 €. Délesté de 290 €, il a porté plainte comme 11 autres victimes. Ce soir, 7 CRS étaient toujours en garde à vue à la police des polices. 2 d'entre eux auraient été reconnus par des chauffeurs de taxi. Les syndicats de police condamnent ce genre de comportement. Le problème, c'est que ce sont des fonctionnaires de police et qu'on est là pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens et non pas pour les racketter. Si l'affaire s'avérait exacte, ils ne méritent plus d'être dans la maison de police. La compagnie de Deuil-la-Barre au nord de Paris a déjà été visée par une enquête. En 2003, des CRS avaient contraint des prostituées à avoir des rapports sexuels. 6 d'entre eux seront jugés pour viol et complicité de viol. 3 ont d'ores et déjà été révoqués de la police. L'actualité à l'étranger, 56 tonnes, 1500 chevaux, cela ressemble à une démonstration de force et c'était bien l'effet recherché. 14 chars Leclerc, symbole de l'engagement de la France, ont été débarqués au Liban. C'est la première fois qu'ils seront utilisés sous mandat de l'ONU. Sur place, à Beyrouth, Jacques Cardoz, Abdel Zouiwesh. Leurs canons pointés vers le ciel, ils ont débarqué un à un dans le port de Beyrouth. 13 chars Leclerc à l'étranger, l'image est rare car c'est seulement la 2e fois de son existence que l'engin sort sur un théâtre d'opération. La dernière fois c'était au Kosovo en 99 et les pilotes commençaient à s'impatienter. Beaucoup de soulagement, comme dit, après 10 ans d'attente. Mais c'est surtout la fierté oui, qui prédomine comme sentiment en ce moment. Seul au monde à pouvoir tirer en roulant jusqu'à 50 km/h, ce blindé est réputé pour ses capacités de précision. Sa puissance de feu n'est pas censée servir, mais elle rassure et se veut dissuasive. C'est quand même un des chars les plus blindés. On sait que si on doit tirer, on fera but, il n'y a pas de problème. Si on doit aller vite, on va très vite. Je ne dis pas qu'il ne peut pas nous arriver quelque chose, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Mais je veux dire, par rapport aux autres, on est quand même plus en sécurité et on sait qu'on a les moyens de riposter s'il faut vraiment riposter. Comme annoncé par la France, le premier bataillon de 900 hommes sera au complet d'ici la fin de la semaine. Les chars Leclerc et tous les blindés qui les accompagnent seront repeints aux couleurs blanches et bleues de l'ONU avant de s'installer en terre Hezbollah. Si la France n'a pas la plus forte représentation en nombre d'hommes au sein de cette finule renforcée, elle a en tout cas un atout majeur avec ces chars Leclerc qui, de l'avis de tous, sont les mieux adaptés à ce terrain. Et la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, qui était à Roissy pour saluer le départ des pilotes de ces chars, s'est montrée optimiste sur le mandat reçu par les troupes françaises. Nos militaires auront le droit de tirer dans un certain nombre de conditions et de passer en force dans d'autres conditions, dit-elle. Le but est de dissuader d'agir ceux qui auraient l'idée de nous attaquer ou de ne pas respecter les résolutions des Nations Unies. Fin de citation. Une attaque terroriste contre l'ambassade des États-Unis en Syrie. Tout le monde l'aura noté, elle intervient au lendemain du 11 septembre et des cérémonies. À 7 h du matin, 4 hommes lourdement armés ont tenté de faire exploser une camionnette piégée. 3 d'entre eux ont été abattus. Yasmina Farber. Le commando de 4 hommes est parti à l'assaut de l'ambassade des États-Unis, armé de mitraillettes, des grenades à la main. Tirs de mortier, d'armes automatiques, les forces antiterroristes syriennes s'opposent aux assaillants pendant près d'1 heure. Une voiture du groupe est pulvérisée. L'autre véhicule, une camionnette garée devant l'ambassade, était piégée. Les bonbonnes de gaz ont pu être désamorcées. Selon certains témoignages, les 4 hommes scandaient des slogans islamistes. Il s'agit clairement d'une attaque terroriste visant l'ambassade américaine. C'est l'œuvre d'un groupe terroriste qu'il est pour l'heure difficile d'identifier. L'enquête est en cours. Un des terroristes blessés a été arrêté. 3 membres du commando ont été abattus. Un agent de sécurité syrien est également mort. Washington accuse généralement Damas de soutenir les terroristes, mais aujourd'hui, la Syrie a protégé les États-Unis.
Je pense vraiment que les Syriens ont réagi à cette attaque de manière à assurer la sécurité de nos compatriotes, ce que nous apprécions beaucoup. Depuis quelques mois, le régime de Bachar el-Assad est aux prises avec des mouvements islamistes interdits. En juin dernier, les forces de sécurité syriennes avaient déjà déjoué un attentat près de la télévision publique. À New York, les cérémonies de commémoration du 11 septembre se sont achevées hier soir avec ce dispositif très symbolique. 2 faisceaux de lumière dirigés vers le ciel en lieu et place des 2 tours détruites et devant des New-Yorkais toujours très nombreux. Un peu plus tôt, George Bush s'était adressé aux Américains. Il a tenté de restaurer le climat d'union nationale qui prévalait à l'époque en les appelant à laisser de côté les divisions. Le président américain a également affirmé que les États-Unis captureraient Oussama Ben Laden quel que soit le temps nécessaire, a-t-il déclaré. On rappelait hier que sa politique contre le terrorisme était fortement critiquée outre-Atlantique. Demain, à Paris, s'ouvrira un symposium sur le dialogue des civilisations sous l'égide de la France et de Jacques Chirac. La rédaction de France 2 a décidé de s'y associer avec plusieurs reportages. Ce soir, le phénomène Al Jazeera. Vous le savez, la télévision d'information arabe a souvent été considérée, à ses débuts, comme une boîte aux lettres pour les groupes extrémistes et notamment Al-Qaïda. Eh bien, le temps a fait son œuvre. Aujourd'hui, la chaîne, qui a une influence considérable, s'est dotée d'une charte pour éviter de mettre de l'huile sur le feu et refléter tous les points de vue. Envoyés spéciaux au Qatar, Bernard Lebrun, Patrick Desmully. L'influence sans la puissance. L'émirat du Qatar, 700 000 habitants seulement, un micro-État au cœur du golfe arabo-persique, riche de la 3e réserve de gaz au monde. Petit pays, inventeur en 1996 et propriétaire de la plus grande chaîne arabe de la planète. Au générique, lourd de symboles. Jaillie des profondeurs du Golfe, Al Jazeera, la péninsule, se veut la lumière qui éclaire les esprits du monde arabe, jugés obscurs car abrutis par les télés d'État sous contrôle. La devise d'Al Jazeera, l'opinion et son contraire, trône en évidence au-dessus de la rédaction, la newsroom à l'américaine, la salle des nouvelles, 20 nationalités s'y côtoient. Après 10 ans d'existence, la chaîne revendique 50 millions de téléspectateurs. Octobre 2001, les États-Unis attaquent l'Afghanistan. Une seule télévision est présente à Kaboul chez les talibans, Al Jazeera, qui diffuse le même jour le discours d'Oussama Ben Laden. La chaîne devient en Occident la boîte aux lettres d'Al-Qaïda. Nous avons 2 camps dans ce conflit, 2 adversaires. Si nous voulons être équilibrés, nous nous devons de rapporter la parole de chacun des 2 camps. C'est ça le journalisme. Et c'est ce que nous faisons. Nous transmettons aussi les conférences de presse et de Sharon, même que ça gêne énormément notre public. Évolution. En 2004, Al Jazeera adopte un code de déontologie à l'occidental. Il pourrait être celui de la BBC ou de France 2. Désormais, Ben Laden n'a plus libre accès à l'antenne dans son intégralité. La dernière cassette que nous avons reçue faisait 90 minutes. Nous n'avons diffusé que 3 minutes. À chaque fois, nous faisons un montage de l'essentiel des cassettes. Approche pluraliste sans doute. Al Jazeera cet été était en Israël comme au Liban, mais ces journalistes ont perdu pied en parlant, je cite, des dégâts provoqués par l'ennemi israélien. Pour autant, la chaîne a des ambitions universelles. En émettant dès cette année en anglais, son but, là où d'aucuns parlent de choc des civilisations, être un pont entre l'Orient et l'Occident. Retour en France à quelques jours de la rentrée universitaire. C'est une petite révolution qui est en cours à la faculté de médecine de Grenoble. Elle est confrontée, comme beaucoup d'autres, à un afflux massif d'étudiants. Les cours en amphithéâtre sont souvent difficiles à suivre. Du coup, l'université a décidé de proposer en DVD un disque vidéo des enseignements. Reportage Denis Sébastien, Thierry Simonet. Chahut et blagues de potache, voilà à quoi ressemblait parfois la première année de médecine jusqu'à l'année dernière. Désormais, place à l'enseignement sur DVD. De vous enseigner l'anatomie de la colonne vertébrale et de... Interactif, complet, on est loin des vieux polycopiés. Camille redouble sa première année, elle qui a connu les cours dans des amphis de 600 personnes, est un peu surprise. Et là, on se retrouve tout seul avec le silence et on entend juste la voix du prof, on voit juste une photo, on ne sait pas trop d'où ça vient. Enfin, c'est normal, c'est ordinateur, mais
ça fait bizarre. 589. Alors vous signez ? 1400 étudiants cette année, les amphis ne sont plus assez grands. Cet après-midi, les étudiants se sont donc vus remettre le DVD 500 heures de cours sur disque. C'est pratique. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il faut se gérer tout seul, quoi, être motivé. Je suis pas tellement pour, parce que les cours en amphi, c'était un peu notre seule façon, avec le chahut, de relâcher un peu la pression, et on n'a plus ça, c'est un peu un problème. Des cours, il y en aura toujours malgré tout, mais 2 fois par semaine, et avec un effectif beaucoup plus restreint. Là, l'étudiant, il aura travaillé son cours sur le DVD et ensuite, il aura des séances de questions-réponses avec l'enseignant dans des petits groupes. Et là, l'enseignant pourra jouer pleinement son rôle. Pour les étudiants qui ne seraient pas équipés, la faculté a acheté près de 200 ordinateurs. Au total, l'opération a coûté 380 000 €. Le grand amphi, en tout cas, a changé de visage et l'atmosphère y est beaucoup plus calme. Toujours à propos d'études supérieures, on évoquait hier le succès de HEC. Eh bien, l'école vient de mettre en place un nouvel outil pour former et éprouver les futurs cadres supérieurs français. Elle les envoie faire un stage militaire de survie à Saint-Cyr. Marche sous la pluie, sport de combat, parcours d'obstacles. Il paraît que cela soude les équipes et forge le caractère. Dans le Morbihan, reportage Jérôme Soulard, Mathias Segaud. Dans la forêt de Couët-Quidan, la future élite française en action. Dans la boue, esprit d'équipe et leadership, un séminaire pour les étudiants d'HEC Paris. L'encadrement musclé est assuré par les militaires de Saint-Cyr. À l'intérieur, pendant ce temps-là, 2e module de formation et là aussi, ça percute. Self-défense pour ces futurs grands dirigeants, à portée de poing le monde de l'entreprise et son univers impitoyable. Dans le monde des affaires, c'est pas un monde très complaisant en fait. Donc mettre des coups dans le concurrent, c'est peut-être pas des coups physiques en tant que tels, mais c'est aussi des coups. 8 jours d'efforts sur les terres militaires de Saint-Cyr. Les étudiants d'HEC sont tous volontaires. On veut en faire des leaders, c'est-à-dire des gens qui ont des idées avec les autres, qui savent les faire partager, qui savent les faire avancer. Et pour cela, il y a besoin de s'y préparer. La plus grande école de commandement militaire du pays accueille ces jeunes recrues avec plaisir. Échange gagnant-gagnant, sans profit commercial pour l'armée. Moi, ce que j'y vois, c'est que ce sont de futurs dirigeants d'entreprise qui, dans quelques années, vont avoir un rôle fondamental dans le pays et qu'on a tout intérêt à ce que des dirigeants se connaissent très tôt pour qu'ensuite ils travaillent ensemble. Avec application et bonne humeur, on supporte le froid, le stress, la fatigue, jusqu'à cette ultime surprise. Ce soir, il n'y aura donc ni douche ni dortoir, juste le plaisir déjà d'une leçon bien apprise. On a constaté qu'on avait besoin d'un chef pour bien agir. On a besoin d'un chef qui donne des ordres à tout le monde pour que l'équipe fonctionne bien. Repos pour toute l'équipe. En attendant lundi, ça sera la vraie rentrée de nos premiers de la classe. Des études, on passe à l'emploi. Oui, l'apparence physique a une importance très grande et parfois très injuste. Il y a quelques mois, un sociologue décidait de mener une étude sur le sujet. Les résultats sont très clairs. Ça n'est pas facile d'être gros ou d'être laid quand on cherche un travail. La tyrannie des apparences, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Christelle Marty, Frédéric Delarue. Béatrix de Lamberty souffre d'obésité depuis toujours. Un handicap pour le monde du travail. Malgré un bac plus 5 et 4 ans de recherche d'emploi, elle n'a jamais réussi à passer la barrière de l'entretien. L'entretien s'est déroulé avec une seule des 2 personnes qui parlait, à savoir le recruteur. Il ne m'a posé absolument aucune espèce de question. Et quand je lui ai offert de donner des détails sur mon expérience, il m'a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il avait ce qu'il lui fallait. Et ensuite, ce recruteur a dit à l'agence qui m'avait présenté que je n'avais pas le profil. Elle travaille maintenant à son compte. Elle a définitivement renoncé au monde de l'entreprise et à ses préjugés. À l'égard des gros, les préjugés, c'est très souvent la nonchalance, la paresse, la lenteur, des choses de ce genre. On pense que les gros sont des personnes qui passent beaucoup de temps à s'empiffrer. L'image est assez négative. Dans le monde du travail, les personnes obèses seraient donc souvent victimes de discrimination. À compétences égales, elles auraient 3 fois moins de chances d'être recrutées. Nous l'avions testé en caméra cachée il y a quelques mois. 2 candidates au profil identique mais au physique différent se présentent dans la même agence d'intérim pour un poste de vendeuse. À la candidate en surpoids, on répond... Vendeuse de préférence. Moi je fonctionne essentiellement sur rendez-vous. Une fin de non-recevoir. En revanche, pour celle au physique standard, c'est bien différent. Votre profil est intéressant. Je
peux faire remplir un dossier. On lui propose même une mission. Le look, l'apparence physique comme critère d'embauche. Ce sociologue en est convaincu, quel que soit le métier, les apparences pèsent lourd dans le monde du travail. Il y a de plus en plus d'emplois qui supposent de communiquer, de rentrer en contact avec des clients, et de séduire, de vendre, etc. Ce qui fait que l'apparence physique est de plus en plus un critère essentiel pour les employeurs. Selon son étude, pour un recruteur, l'apparence physique serait le critère numéro 1. Viendrait ensuite la voix, l'élocution et la couleur de peau. Loin derrière, les compétences professionnelles. Maquillage, cheveux, faut choisir. Alors pour séduire un futur employeur, certains sont même prêts à changer de look. N'oubliez jamais qu'en entretien, la première impression, c'est la bonne. Enfin, ça doit être la bonne. Donc il faut que vous fassiez une très bonne impression et utilisez plutôt une Pour couleur. Andréane, les conseils de ce coach sont précieux. La jeune femme veut devenir expert comptable. Malgré des diplômes, 1 an de recherche d'emploi, elle n'a toujours rien trouvé. C'est par un nouveau look qu'elle espère cette fois réussir. Quand vous voyez les gens devant vous qui ont l'air de se demander mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a dû se tromper de porte. À ce moment-là, on se dit bon, dans ces cas-là, le doute n'est plus permis. C'est vraiment l'apparence qui pose un problème. En quelques heures, la voici, expert comptable, plus crédible pour un futur employeur, car à chaque fonction, son look. Si j'ai un candidat en informatique, je ne vais pas l'habiller du tout de la même façon que si j'ai quelqu'un qui va travailler dans les ressources humaines. En informatique, derrière un ordinateur, on peut être très cool. D'ailleurs, ils le sont en règle générale. Sauf s'ils deviennent commerciaux. À ce moment-là, ils vont devoir passer avec un costume, une cravate, parce qu'ils vont avoir un contact clientèle. Et que c'est les normes. Des normes physiques dans le monde de l'entreprise que les salariés doivent maintenant intégrer. Pourtant, depuis 2001, c'est inscrit dans le Code du travail. Écarter une personne à cause de son apparence physique est illégal et passible de 3 ans de prison. La santé avec la journée mondiale contre la douleur, comme chaque année. Depuis 15 ans, vous le savez, le sujet est pris en compte dans les hôpitaux. Les mentalités ont vraiment changé et de nouvelles techniques voient le jour régulièrement. Dernière en date, l'hypnose et la stimulation électrique. Reportage à l'hôpital de Versailles. Florence Bouquilla, Olivier Pontus. Oui. Bonjour. Parfois, la douleur s'installe brutalement. Pour Valérie, hospitalisée pour une hernie discale, la souffrance est apparue d'un coup, après qu'elle ait soulevé une charge trop lourde. Ah bah, ça a tout changé, c'est-à-dire que j'ai plus du tout la même vie qu'avant. Je vais réfléchir avant de sortir, je vais réfléchir avant de faire des tas de choses de la vie courante que je faisais avant et que je peux plus faire maintenant. Valérie a subi hier une ponction lombaire et une infiltration. D'autres patients arrivent au centre antidouleur après des années de souffrance inexpliquée. Chez moi, un patient qui se plaint d'une douleur a forcément une souffrance liée à une sensation qui est interprétée par son système nerveux central comme étant une douleur et non pas une caresse. Aucun examen n'a pu révéler de quoi souffre cette malade depuis 15 ans. Ici, ses douleurs au ventre sont traitées par antidépresseurs. Je me dis c'est pour la dépression, mais peut-être que ça soit une autre chose aussi, puisque ça arrive à se calmer avec ce traitement. Laissez votre corps devenir... Autre aide proposée, surtout pour les douleurs des migraineux, l'hypnose. Vous débranchez. Pour les souffrances engendrées par des lésions nerveuses, la stimulation électrique est un traitement prometteur. Un patch, une électrode, une impulsion de basse ou haute fréquence envoyée tout au long du trajet du nerf. Le patient peut s'administrer seul ce traitement, comme Émilie qui souffre d'une douleur chronique suite à une opération. Aller à l'école, j'allais un jour sur 3. C'était vraiment très pénible. Enfin, je ne pouvais pas suivre une scolarité normale et tout ça. Et c'est clair que dès qu'on a trouvé cet appareil-là, ça m'a permis d'avoir une vie quasiment normale. Aujourd'hui, Émilie gère si bien sa douleur qu'elle l'en oublie presque. Une image de ce qu'on appelle le prix Nobel des mathématiques, c'est la médaille Fields. Le prix Nobel en tant que tel n'existe pas. Et l'un des lauréats cette année, vous le savez, est français. Il était à l'honneur aujourd'hui au ministère de l'Éducation et de la Recherche.
Vandelin Werner, 38 ans, a été reçu par Gilles de Robien. Il a été récompensé pour ses travaux sur les probabilités. Alors que les vendanges ont commencé un peu partout en France, le vignoble bordelais est en pleine mutation. Et oui, les prix avaient énormément monté. Aujourd'hui, ils baissent. Et du coup, de nouveaux venus se portent acquéreurs des domaines, français ou étrangers, des novices pour la plupart, qui se lancent dans l'aventure de la fabrication du vin. À Saint-Émilion, Bruno Timsit, Laurent Desbois. Iseult de Gaille adore son nouveau cadre de travail. Issue d'une famille de viticulteurs, elle a quitté les assurances il y a un an pour racheter cette propriété viticole de 7 hectares. Je trouve que le bureau est sympa. C'est plutôt agréable. Pour se faire à son nouveau métier, elle a suivi une formation en œnologie. Dans 15 jours, ce seront ses secondes vendanges. Ça ne s'improvise pas. Si vous ramassez trop tard, c'est trop tard. Si c'est trop tôt, ça va manquer de maturité, de choses comme ça. Ça, c'est assez compliqué, ça. Mais ça se travaille. Ces dernières années, de nouveaux acquéreurs ont investi dans les vignobles du Bordelais, profitant de la baisse des prix de certains terrains. Une dépréciation due notamment à la concurrence des vins du Nouveau Monde. Madame Evans, elle, a préféré racheter cette propriété il y a 6 mois plutôt que de se lancer dans le vin californien. Le prix du terrain avait baissé de 30% en 5 ans. Ancien promoteur immobilier aux États-Unis, elle s'est entourée de spécialistes du vin pour réussir son pari. On sent que ça commence à mûrir, un peu moins d'acidité qu'il y a une semaine. Donc c'est toujours... Nous avons un nouveau maître de chai. Elle est excellente, elle connaît bien le terrain et l'élaboration du vin. Nous avons aussi fait appel à l'une des meilleures œnologues de la région. Madame Evans s'occupera du marketing. Le profil des nouveaux propriétaires du Bordelais a changé. Le viticulteur doit être un véritable chef d'entreprise, ce qui est évident. Il doit être dans le marketing, il doit être à la production, il doit suivre son compte de résultats, il doit suivre son personnel. Près d'une centaine de domaines du Bordelais seraient aujourd'hui en vente. Mais pour quelques hectares, comptez tout de même plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis les vendanges, comme chaque année, coïncident avec le début des foires au vin. Pendant tout le mois de septembre, les opérations commerciales vont se multiplier dans les grandes surfaces. Des grands crus à prix bradés, des découvertes. Le point sur les bonnes et sur les moins bonnes affaires aussi, avec François Baudonnet et Stéphane Guillemot. Après les fournitures scolaires déjà passées de mode, ce qui fait dorénavant fureur dans les caddies, c'est ça. Depuis ce matin, ici, des milliers de bouteilles ont changé de main. Le premier jour des foires au vin, c'est toujours la cohue dès l'ouverture. Tous les clients étaient dans les starting blocks, on a ouvert, ils se sont rués sur les bonnes affaires. En l'occurrence, il y avait le Léoville Poix-Ferré, le Léoville Barton et les palettes se sont vendues très rapidement. Des bouteilles à plusieurs dizaines d'euros vendues 30% moins cher que le reste de l'année. Je consacre un jour ou 2 jours par an à acheter du vin. C'est le seul moment de l'année, si on s'y intéresse un peu, que ça vaut la peine de mettre le pied dans les hypermarchés. Pour autant, dans une foire au vin, fait-on toujours de bonnes affaires? Nous avons demandé à un spécialiste de faire pour nous quelques achats. Alors, par exemple ça, les côtes rôties de ce producteur sont extrêmement rares, extrêmement chères j'imagine. Ça je pense qu'on taquine les 200 €. Bon allez, un peu moins cher. Par exemple, c'est un petit Bordeaux qui vaut 6,50 € et qui pour son prix est vraiment remarquable. Mais parmi les 500 vins présentés ici, tous ne sont pas de cette qualité. Voilà, des Côtes-du-Rhône à 12 € les 6 bouteilles je pense. Et bon là, franchement je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller en foire au vin pour acheter un produit comme celui-là. C'est très riche, c'est un vrai vin de gastronomie. En clair, mieux vaut se renseigner avant de venir, ce que font déjà beaucoup de Français depuis 30 ans qu'existent les foires au vin. Cinéma, parmi les sorties de la semaine, un film d'un nouveau genre, Scanner Darkly, mi-film, mi-dessin animé. L'intrigue est jouée par de vrais acteurs, mais toutes les images sont retravaillées ensuite par ordinateur. Un polar futuriste adapté d'un célèbre roman. Emmanuel Lambert. Le Scanner Darkly n'est pas un simple dessin animé, loin de là. Chaque scène a été tournée avec de vrais acteurs. Une fois fini, le film a été retravaillé, transformé image par ordinateur. Pour 1 minute, comptez 500 heures de travail. Le résultat, un effet pop art, très novateur. J'adore le rendu final, j'ai trouvé ça fantastique. On ne pouvait pas espérer mieux, c'est beau à regarder et l'animation colle parfaitement à notre jeu d'acteur. Pour l'histoire, imaginez notre monde dans un futur très proche. Une drogue dure, la substance D, fait des ravages.
Par tous les moyens, les autorités traquent les narcoterroristes. La dernière ruse, des policiers peuvent changer d'apparence pour les besoins de leur enquête. This man, whom we will call Fred, because that is the code name under which he reports the information he gathers, once within the scramble suit, cannot be detected by even the latest in voice and facial recognition technology. À la base, A Scanner Darkly est un roman de Philip K. Dick, l'auteur de science-fiction le plus adapté au cinéma. De Blade Runner à Minority Report, l'Américain a anticipé les dérapages de notre société, ici, les dangers de la drogue. Parfois c'est l'amour, ou le sexe, ou bien le sport. On a tous des failles à l'intérieur de nous-mêmes. Philip K. Dick a toujours été touché par la fragilité de l'homme. Datant de 1977, l'histoire est plus pertinente que jamais. Terrorisme, espionnage, paranoïa, des thèmes toujours d'actualité. La science-fiction semble parfois prophétique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h50, le dernier épisode de la saga de l'été, Les secrets du volcan, avec entre autres Véronique Jeannot et Maria Pacôme. À demain.